Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, il est presque 22h, hein. Ça va, 10 minutes, je suis bien. On appelle ça, de mes origines, on appelle ça le quart d'heure charentais. Voilà, on est un tout petit peu en retard, il est 22h10. Quelques petits détails à régler avant de pouvoir lancer l'émission, mais ravi de vous retrouver pour le retour de Lucarne américaine, épisode 14 ce soir. On va faire le tour pendant à peu près une bonne heure. Des Amériques, vous en avez l'habitude ou pas? Si vous en aviez pas l'habitude, bah voilà, ouais, le quart d'heure de courtoisie, exactement, nous dit Règle Rouge. Et je le rappelle, hein, si vous écoutez cette émission maintenant en replay, que vous n'êtes pas en direct avec nous là, vous pouvez venir le lundi à 22h quand il y a l'émission pour participer justement à celle-ci, être avec ceux qui sont déjà présents dans le chat et que je vais saluer. Tu piges Romano, le retour, Ibra qui va pas bien, on sait tous pourquoi, on n'insistera pas là-dessus, Ibra. Isanoé, Red également. Nostromo qui est présent aussi et Alarami, le grand vainqueur du quiz Hello des 15 ans. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Il faudrait que je te trouve un moyen de te mettre un badge particulier, Alarami, pour souligner cette performance. Bref, voilà, on va passer une heure à peu près à faire le tour des Amériques. On va aller du nord au sud. J'ai insulté des mamans hier soir, ça m'étonne pas. Ça commence à siffler, hein. On va en parler dans un instant. Enfin, on va en parler dans un instant. On pourra l'évoquer dans un instant. Vous le verrez pourquoi dans les news. Mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu de ce qui se passe du côté de River. Toujours important de perpétuer la légende du quiz. Et en même temps, tu l'as gagné. Ils sont connus pour être difficiles, nos quiz. Donc voilà. Bref, on va passer une heure, je le disais, à faire le tour des Amériques du nord au sud. On va vraiment aller du nord au sud cette fois-ci. L'émission va être divisée en 3 temps. On va d'abord commencer par ce que j'appelle les news de la semaine. On va focus sur quelques éléments. On va focus sur des compétitions continentales essentiellement cette semaine. Et un petit truc, comment dirais-je, un petit scandale au Brésil. On est toujours bien avec les petits scandales. Et ensuite, on parlera d'un autre scandale, mais d'un scandale bien plus important et une tragédie même qui s'est déroulée au Brésil, au Chili la semaine dernière. J'ai dit Brésil parce qu'il y avait une équipe brésilienne qui se déplaçait à Santiago. Et on va en profiter pour faire notre dossier là-dessus sur les nouveaux faits de violence qu'il y a eu. Et il y a eu 2 morts au Chili en amont d'un match de foot. Donc forcément, on va en parler dans le dossier. Je vois pas bien ton pseudo. Merci pour le follow. Non, merci pour le Prime à Pedro Viseu. Merci beaucoup pour toi pour le Prime. Il n'y a pas le son hein, sur le truc, c'est parce que c'est aussi pour le podcast. Merci pour le soutien et j'en profite d'ailleurs hein, pour remercier tous ceux qui nous soutiennent, que ça soit en nous suivant sur les différents réseaux sociaux, en nous suivant sur Twitch, en nous suivant sur YouTube, en commentant, en laissant des pouces, etc., ou en prenant des abonnements, des subs sur Twitch. À l'instant, Pedro Viseu avec un Prime. Merci à vous tous, merci pour le soutien, c'est important pour nous. Vous le savez, hein, Hello, on est un média totalement gratuit, totalement bénévole. Et donc, voilà, totalement gratuit, ça ne veut pas dire qu'on est forcément bénévole, mais nous, on est bénévole. Donc, tout est gratuit sur Hello, même ceux qui y bossent. Voilà. Bref, et on essaye de vous proposer différents contenus en fonction aussi de nos emplois du temps parce que c'est parfois un peu plus compliqué. En ce moment, c'est assez compliqué hein, depuis quelques mois, mais on y arrive tout de même. Et vous verrez, il y aura des choses sympas qui arrivent cette semaine, notamment sur Hello. Je peux même le dire, je l'ai évoqué dans le live samedi soir. Il y aura un inside à Los Angeles pour le match du LAFC avec des photos absolument magnifiques. Vous verrez ça sera publié probablement demain ou mercredi. On va voir à peu près au niveau du timing. Peut-être plus mercredi que demain. Demain, on fera une journée Asie sur Hello. Bref, vous êtes installés. J'ai fait mon tunnel d'introduction qui a duré 7h24. On va pouvoir démarrer. On va donc commencer par les news de la semaine. Et on va commencer, je le disais, par faire un petit peu le tour justement des compétitions continentales parce que j'ai pas forcément eu le temps. Parler à l'instant hein, du temps dans l'introduction de faire des comptes rendus et pour ne rien vous cacher s'il n'y a pas eu de gros comptes rendus aussi sur la Conca Champions et la Libertadores de cette semaine, c'est parce que j'ai pas pu voir beaucoup de matchs malheureusement parce que je travaillais à ces heures-là. Oui, ça existe, les gens qui travaillent à ces heures-là la nuit. Je pense à Ibra aussi qui je crois travaille la nuit. Bref, donc on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur les différentes compétitions continentales, que ça soit au nord comme au sud, et on va commencer forcément par le nord. Forcément, je sais pas s'il y a une notion de logique, mais en tout cas, on va commencer par le nord, et c'est pas du tout ce que je voulais afficher en premier, mais c'est pas grave. On va afficher le tableau de la Conca Champions avec le dernier carré qui se dessine à l'issue des quarts de finale retour qui se disputaient cette semaine.
et qui donc ont dévoilé l'identité des quatre qualifiés. Alors, on va faire un petit tour un petit peu rapide par rapport à ça. L'écart était magnifique. J'ai vu en replay le match de Miami. J'ai vu un tout petit peu, alors en replay version accélérée, si tu vois ce que je veux dire, Vancouver face aux Pumas. Voilà. Et justement, on va en parler parce que je vois les messages dans le chat. C'est quand même incroyable, Vancouver en demi. C'est incroyable, oui et non, parce que Vancouver est la meilleure équipe de ce début de saison en MLS. On les a vus ce week-end, par exemple, en passer 5 à Austin, qui jusqu'ici n'avait pris que 3 buts. Donc, vraiment, vraiment, pas forcément une grosse surprise. Ce qui est une surprise, c'est de les voir taper les uns après les autres des Mexicains. Et ils se sont qualifiés, donc Vancouver, vous les voyez sur ce tableau, ils sont en bas à gauche. Ils se sont qualifiés en battant les Pumas, en éliminant les Pumas sans les battre, parce que ils ont arraché la qualification sur ce but-là, inscrit, vous le voyez, à la 92e minute, donc au bout du temps additionnel, ce but-là qui a permis donc à Vancouver d'aller arracher sa qualification, œuvre de Blackmon, qui a permis donc à Vancouver de décrocher sa place dans le dernier carré. Dans ce dernier carré, vous le voyez ici, Vancouver va donc affronter Miami qui, lui, s'est sorti du piège LAFC, défaite au match aller 1-0, mené 1-0 au retour par le LAFC de Loris et compagnie, mené dès la 9e minute de jeu. Et puis forcément, et c'est un peu le problème, ou pas, enfin si, je sais pas si on peut dire le problème, mais vous voyez ce que je veux dire, la seule chose qui fonctionne du côté du Miami de Mascherano s'appelle Lionel Messi, qui s'est offert un but, 2 buts même, mais notamment à ramener les siens grâce à ce but-là, où il est allé un petit peu nettoyer la lucarne d'Hugo Lloris. C'est grâce à cela qu'il a permis de relancer les siens, et c'est lui qui a scellé la qualification parce que c'était pas gagné du tout, hein, défaite 1-0 à l'aller, et il y avait 2-1 avec un but de Federico Redondo à l'heure de jeu. Messi a marqué sur penalty à la 84e minute. Tout cela pour nous dire que on aura donc forcément un représentant de la MLS en finale de la Conca Champions, puisque la demi-finale opposera l'Inter Miami à Vancouver. J'en parlerai dans un instant sur le calendrier, le GOAT, ouais, exactement. L'América Cruz Azul était top, me dit Red. Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un résumé, donc tu vois, voilà, ça avait l'air absolument sympathique, effectivement. Et c'est Cruz Azul qui s'est imposé face à l'América. Là aussi, avec un match nul. Alors, ce qui était assez bizarre, hein, parce que le match aller avait lieu à l'ancien stade de Cruz Azul, hein, puisque c'est l'América joue désormais dans ce stade-là. Et la Cruz Azul s'est qualifié à la 85e minute grâce au doublé de Sepúlveda qui avait déjà ouvert le score. Gros match de Cruz Azul, nous dit Règle Rouge. Je vais te croire, j'ai pas vu le match. Tu peux diffuser les images. La Conca Champions, elles sont sur YouTube, donc c'est des images qui viennent de YouTube, donc il n'y a pas de problème. Et eux, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la Libertadores, je vais mettre aucune image. Donc vous êtes prêts? Il y aura aucun monsieur qui bouge sur le terrain. Voilà, je vais mettre aucune image. Bref, tout ça pour dire que Cruz Azul a donc remporté le Classico Rofen, s'est imposé face à l'América et se retrouve en demi-finale. Et on n'aura pas le Classico moderne du football mexicain, le fameux América Tigres, mais même si on aura les Tigres qui se sont sortis du piège Los Angeles Galaxy, match nul à l'aller et victoire 3-2 au retour, avec 2 buts coup sur coup, hein, d'entrée de match. Et donc voilà, Tigres est donc en demi-finale face à Cruz Azul. Pour vous donner les rendez-vous, vous les aviez vus subrepticement tout à l'heure, ça se jouera à partir des 23 et 24 avril, j'ai bloqué sur la date, et donc Tigres accueillera Cruz Azul, ce qui veut dire match retour donc à Mexico, à DF, et le Vancouver Whitecaps accueillera l'Inter Miami, ce qui veut dire, vous avez compris, match retour une semaine suivante à Miami. Début de saison catastrophique du LA Galaxy, nous dit Pedro Izou. Exactement, c'est très compliqué, il y a les blessures. Et puis, il y a eu des problèmes de gestion, notamment de gardiens. On en a parlé un petit peu dans le live MLS samedi soir.
Voilà, il y a eu, des problèmes de on va dire de gestion au niveau des gardiens. Il y a l'absence de Riqui Puig. Il y a un début de saison qui s'est fait sans Pencil. Marco Reus qui était pas forcément le plus performant, mais qui s'est blessé aussi. Maya Yoshida en défense centrale qui s'est blessé. C'est très compliqué pour, ce début de saison effectivement pour le Galaxy. Ça risque de durer quelques mois, hein. Le maître à jouer de l'équipe, Riqui Puig, devrait pas revenir avant août et septembre et surtout, c'est un point que l'on a souvent sur lequel on a souvent insisté, ils ont laissé partir ils ont perdu Joveljic qui est parti au Sporting Kansas. Ils n'ont pas véritablement remplacé. Christian Ramirez est un bon avant-centre, mais marquera pas 21 buts dans la saison. Donc voilà, dommage que le Galaxy se soit fait sortir. On aurait pu avoir une finale 100% MLS. Exactement, exactement, mais ça ne sera pas le cas. On aura un duel Liga MX MLS. Ça sera donc la finale bien loin. Il y a d'abord ces rendez-vous des demi-finales qui ont lieu la semaine prochaine. Donc on essaiera de faire des lives. Pareil, je vais voir en fonction de quand je travaille à ce moment-là. Mais ça doit être possible. Je vois très bien Vancouver ou Miami refaire le coup de Seattle. Très honnêtement, oui, c'est largement jouable. Vraiment, c'est largement jouable. C'est largement jouable. J'avais vu passer, 1 semaine, j'ai regardé l'infâme Talleres Sao Paulo. Ah oui, non, mais ça, Al-Rami, on en parlera dans un instant de la Libertadores. Le Mascherano Ball, c'est une comédie française avec Cadmerat, c'est terrible. J'espère pour vous que vous ne vous êtes pas infligé le Chicago-Miami d'hier. C'était absolument dramatique en termes de niveau de jeu. C'était un enfer à suivre. Voilà. Salut à Mafoi qui vient d'arriver dans le chat. Finale Inter Miami Tigres pour Ibra. Bah, vous pouvez y aller dans vos pronoms, hein. Vous pouvez essayer de vous amuser à quelques pronostics. Gardez en tête quand même que le match retour à Mexico, que Tigres a du mal, hein, quand même, hein, à se déplacer généralement à Mexico et que Cruz Azul a vraiment, comment dirais-je, enclenché une bonne dynamique. Je pense qu'on pouvait raisonnablement penser que tout le monde s'attendait à une finale à Inter Miami America. Voilà. Ça ne sera pas le cas. Cruz Azul a joué 3 fois l'América en un rien de temps, 2 matchs nuls en déplacement, façon de parler, mais bon, voilà. Et, et une victoire. Donc voilà, Cruz Azul va très très bien. Je crois qu'ils sont 5e en ce moment en championnat, à égalité de points avec Tigres, si j'ai bien suivi ce qui s'est passé ce week-end. Donc voilà, rendez-vous semaine prochaine pour la Conca Champions. Et voilà à peu près ce que l'on pouvait dire, hein, justement sur cette Conca Champions. C'était assez rapide parce que voilà, j'ai pas vu tous les matchs non plus. Il y a eu un début de saison moyen. Oui, il y a eu le début de saison moyen avec Anselmi et la digestion du départ de Martin Anselmi aujourd'hui à Porto. Et donc voilà, vous êtes plusieurs à avoir Inter Miami Cruz Azul. J'enterrerai pas aussi vite les Whitecaps, surtout avec un match aller sur pelouse synthétique. L'Inter Miami aime pas trop les pelouses synthétiques. À voir donc, et indépendamment de l'Inter Miami n'aime pas trop les pelouses synthétiques, le jeu de l'Inter Miami ne lui ne lui donne pas une grande marge de manœuvre, si je peux le dire ainsi, à l'heure d'aller affronter Vancouver qui a un collectif parfaitement rodé. Mais ça rend ces demi-finales passionnantes et j'en profite. Elles seront diffusées et disponibles gratuitement sur YouTube, sur le YouTube de la CONCACAF, donc de manière totalement légale. Vous pourrez suivre ces matchs de manière totalement légale. Une petite parenthèse pour terminer, boucler cette petite virgule Amérique du Nord. On évoquait dans le précédent Lucarne américaine, j'avais parlé de la révolution, hein, qui arrivait avec l'USL, avec cette mise en place d'une nouvelle pyramide du côté des États-Unis, avec cette deuxième ligue qui allait concurrencer frontalement la MLS. J'avais évoqué le fait que l'USL était en vogue, était en train de monter. J'avais parlé d'une des franchises de cette ligue, Auckland Roots, qui avait attiré 26 000 personnes dans le Coliseum d'Auckland. Sachez que le week-end dernier, CBS, parce que l'USL est diffusé sur les réseaux CBS, le match qui a opposé San Antonio FC au Phoenix Rising a battu des records d'audience sur CBS. 453 000 spectateurs ont suivi ce match-là, avec un pic à 776 000, c'est-à-dire que ce sont des performances égales, voire supérieures, même supérieures à quelques matchs de MLS qui sont diffusés sur Fox. Je rappelle, et je continue de pondérer en rappelant que les chiffres de la MLS diffusés sur Fox ne
ne font pas entrer en compte justement la diffusion sur le MLS Season Pass, donc fausse un petit peu l'audience générale d'un match de MLS. Mais tout ça pour dire que on a eu un nouveau record d'audience pour l'USL. Il y a une hype, entre guillemets, qui s'est créée au niveau de l'USL, avec des franchises et des produits qui montent. Plus que les abonnés de DAZN Ligue 1, exactement. Je pense que DAZN aimerait bien faire des pics à 776 000. C'est pas le cas. Ils ont toujours que 500 000 abonnés, hein, d'après les chiffres qui ont été communiqués. La Brune en PLS, exactement. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour rappeler quand même que voilà, vous voyez, il y a des choses qui se passent, ça bouge, ça frétille, comme on dirait. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, hein, je l'ai en plus découpé pour le déposer sur la chaîne YouTube. Elle marche bien d'ailleurs, la vidéo, je suis assez content. Le dossier sur cette révolution avec l'USL, qui est en train de s'organiser pour venir concurrencer frontalement la MLS et pourrait rebattre quelques cartes. On était au nord, l'arrivée de la promotion-relégation a dû faire son petit effet. C'est difficile à chiffrer, on va voir sur la durée, en fait, ça, Nostromo, et je pense qu'on verra la vrai effet promotion-relégation quand elle sera effective et quand on aura plus d'informations aussi sur cette première division qui sera au même niveau que la MLS. Il faut attendre l'après-Coupe du Monde. Et c'est malin parce que on sait qu'il y a aussi toujours un effet post-Coupe du Monde au niveau des audiences, de la curiosité et de l'envie des gens. Mais il y a aussi un élément qu'il faudra prendre en compte, et je vais terminer là-dessus, ça va être le parcours de la sélection américaine qui va aussi pas mal conditionner le niveau de hype qu'il y aura pour le football auprès de ceux qui n'ont pas l'habitude forcément de le suivre, qui sont ces publics-là à aller conquérir pour franchir d'autres niveaux. Voilà, on était au nord, on va passer au sud. On va perdre Ibra dans un instant, parce qu'on va évoquer forcément la Libertadores et la Sudamericana. Alors on va... j'ai pas de quoi vous afficher les tableaux des groupes, parce que ça serait vite illisible, et puis on n'en est qu'à 2 journées, donc on va y aller mollo. On va revenir sur quelques résultats, sur les résultats de la semaine, en Libertadores et en Sudamericana. Ça, ce sont les résultats des matchs de mardi qui sont affichés. À noter le sans faute de Libertad, la victoire de Botafogo, le tenant du titre, la victoire de la U de Chile, c'est l'une des performances de la semaine face à Estudiantes à La Plata. C'est une très très bonne, un très très beau résultat, je vais y arriver. Et le match nul entre River Plate et Barcelona, River qui est le spécialiste des matchs nuls plutôt ennuyeux, on va dire, ces derniers temps. Match nul 0-0 face au Barcelona de Segundo Castillo. J'ai malheureusement oublié de mettre l'image, mais je vous invite à aller chercher la tenue de Segundo Castillo au Monumental. Il a été en costard rose absolument exceptionnel. C'était magnifique. Donc voilà. 0-0 pour River face à Barcelona après la victoire à Universitario en ouverture. Pendant ce temps-là, justement, Universitario, lui, s'est incliné face à Independiente del Valle. Ça va être un groupe extrêmement ouvert. On savait que les deux rivaux de River seraient Barcelona et Independiente del Valle. On est en plein dedans. Le nombre de matchs à huis clos, c'était déprimant. Oui, c'est absolument déprimant, on est d'accord. Estudiantes, une honte. Oui, bon, après, c'est Estudiantes, hein. C'est pas grave que des Anglais perdent en Libertadores. C'est pas forcément un gros problème. Ça, ce sont les résultats de mardi, donc, on le disait, avec, oui, effectivement, j'ai oublié de le dire, hein, de le signaler, mais vous avez vu le résultat, la victoire de Peñarol face à San Antonio Bulo, qui avait gagné son match d'ouverture, hein, son premier match de toute l'histoire de la Libertadores. C'est absolument pas une contrefaçon du Barça, Florian. Bah, je vais en profiter, ça sert à ça aussi l'émission. Et bonsoir à toi d'ailleurs, je t'ai même pas dit bonsoir, c'est pas bien. Je vais en profiter, elle sert à ça aussi l'émission. Sache que Barcelona a été fondée dans les années 20 par justement des migrants venant de Barcelone et qui avaient pris ce lot, qui avaient donc forcément voulu rappeler leur club à la création. Et donc, ils ont mis en place ce club-là avec ce logo-là. Tout simplement. Et sache qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux, c'est voire même plus que ça, parce qu'il y a quelques années, la fabuleuse institution qui est le Barça, vous voyez l'amour que je porte pour l'institution espagnole qui est le Barça, avait décidé d'attaquer le Barcelona de Guayaquil pour usage de la licence sur le territoire équatorien et avait voulu leur interdire l'utilisation de ce logo-là, qui n'est pas tout à fait le même, si je ne m'abuse. Et il y a quelques petites différences, elles sont légères, hein, mais elles sont très légères. Et donc les avait attaqués pour essayer, devant le tribunal de commerce, comment dirais-je, pour le défense du droit des marques et d'utilisation de la licence pour des produits commerciaux sur le territoire. Et le Barça avait
perdu. Voilà, parce que Barcelona existe depuis la fin des années 20. Aucun lien entre Potosi et River. Là, pour le coup, c'est pareil, ils se sont inspirés un petit peu comme cela. Nous, on s'attaque pas, on s'en cogne. Il y a beaucoup de clubs qui reprennent le logo de River. Sache qu'à Potosi, ce qui est assez rigolo, tu piges, hein, tu as le National Potosi qui reprend le logo de River à peu près, et tu as le Real Potosi qui est fondé par un supporter du Real Madrid qui, lui, s'est juste pas embêté, a repris le logo du Real, a mis la montagne qui est au-dessus de Potosi et on n'en parle plus. Voilà, comme ça, tu as un Real River quand ils s'affrontent. C'était sous la présidente de Rossell ou de Bartomeu, ça ne m'étonnerait pas. C'était en 2000. Ah, je vais te dire une bêtise, Alrami. Faudra enquêter, faudra revoir. Je me demande si c'est pas aux alentours de 2014 ou 2015. J'ai un gros doute, mais tu vois, sur ces périodes, on va dire première moitié de la décennie des 2010, il me semble. Voilà, fin de la parenthèse Barcelona. C'est peut-être Bartomeu, ouais. En tout cas, ils ont perdu. Bref, donc Barcelona, c'est un club qui a été fondé par des gens venus de Barcelone et qui donc ont voulu rappeler leurs origines. Et Barcelona est allé faire match nul au Monumental, donc face à River Plate, qui est pas forcément pas mal parti, hein, 4 points sur 6, ça va, c'est pas la mort. On va voir, j'en parlerai dans un instant, les prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous pour River, je peux le dire tout de suite, c'est Independiente del Valle. En Équateur, et là, ça va jouer gros, notamment. Estudiantes contre Universidad, c'est le derby de la jeunesse. Il y a beaucoup d'universidades, beaucoup de clubs universitaires. On avait fait un magazine, le magazine numéro 12, dédié à l'influence du football, du football universitaire et des universités de manière générale sur le football, que ce soit aux Amériques, mais aussi, il y avait aussi de l'Asie et il y avait aussi est-ce qu'il y avait de l'Afrique? Peut-être qu'il y avait aussi un petit peu d'Afrique, mais en tout cas, il y avait ce rôle des universités. On parle notamment d'Universitario, on parle des clubs universitaires. Il me semble qu'il y avait un truc sur les clubs universitaires chiliens, il y avait sur le college soccer. Enfin voilà, il y a beaucoup, le football universitaire en Uruguay notamment. Donc c'est très très important l'impact des universités sur le football. On parlait d'Amérique du Nord il y a un instant. Tigres est un club universitaire. Les Pumas sont un club universitaire. Pour vous donner un exemple, puisque ce sont les Pumas de la UNAM, l'université nouvelle autonome du Mexique, et Tigres, ce sont les Tigres de la UANL, l'université autonome du Nuevo León. Voilà, fin de la parenthèse. On va avancer, mais c'est bien, c'est intéressant. Ça me permet aussi de rappeler certaines choses et de mettre un petit peu de culture foot. Les résultats de mercredi, avec la victoire de Bahia sur le terrain de Nacional. Et je l'ai vu passer ce message. Olympia, c'est cataclysmique. Oui, Olympia, c'est cataclysmique parce qu'ils ont réussi à perdre 4-0 face à Vélez. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Franchement, quand on voit l'état de Vélez Sarsfield, on ne l'avait pas vu venir. Et mercredi, il y a eu des surprises. D'ailleurs, sachez que cette défaite pour Olympia a sonné le glas de Martin Palermo, qui a été remercié depuis, qui est parti. Voilà. La bise à Martin Palermo, futur entraîneur de Boca quand ils auront viré Fernando Gago, notez-le. Olympia avec Benedetto, c'est normal. Oui, bah voilà. Donc Martin Palermo a quitté Olympia. Olympia qui va vraiment pas bien, à la différence de Libertad, hein, qui se promène, que ce soit en championnat ou en Libertadores. J'y reviendrai dans un instant. Donc, le départ de Martin Palermo, et vous l'avez vu dans les résultats de mercredi, il y a eu une énorme sensation aussi. Cette énorme sensation, c'est la victoire de Central Cordoba au Maracana face à Flamengo. Alors, si on n'avait pas vu arriver la victoire de Vélez, la victoire de Central Cordoba sur le terrain de Flamengo, je pense que, je ne sais pas à combien était la cote pour ceux qui aiment parier, elle devait être très 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 élevée. Ça parle hein, forcément, ça utilise les termes de Maracanazo Santiagueño du côté de Central Cordoba. Central Cordoba, tout petit club qui a gagné la Copa Argentina et qui se retrouve là et qui se retrouve pour la première fois de son histoire en Copa Libertadores, qui va taper Flamengo à Flamengo. Donc enfin, au Maracana, pas à Flamengo. C'est pas bien de dire à Flamengo. Je me bats quand les gens disent des choses pas bien. Donc autant continuer à se battre pour dire les choses bien comme il faut. Voilà, attention quand même à Flamengo, justement parce que il y avait eu victoire en ouverture face au Deportivo Táchira. Mais attention parce que le prochain rendez-vous de Flamengo, ça sera face à la LDU et ça sera pas la même chanson non plus. Ça sera à Quito. LDU qui est en tête
tête du groupe à ex-aequo avec Central Cordoba. Donc attention, attention quand même. Bon, il n'y a pas de danger, on ne va pas s'inquiéter encore sur la durée. Mais quand même, attention. Dans les autres résultats, la victoire de Bolivar face au Sporting Cristal, c'était attendu. La victoire de la LDU face au Deportivo Táchira, je le disais un instant, c'était attendu plus ou moins aussi. Et la victoire courte, victoire de Palmeiras face au Cerro Porteño. Voilà, que dire de plus si ce n'est qu'il y a... Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, j'ai pas les résultats de jeudi à vous afficher, donc je vais vous les donner. La victoire de l'International, 3-0 face à l'Atlético Nacional. L'autre exploit, l'une des belles sensations de la semaine, c'est la victoire de l'Atlético Bucaramanga sur le terrain de Racing. Ça aussi, celle-là, on l'avait pas forcément vu venir. Et puis l'autre perf, la dernière perf, c'est encore un Brésilien qui l'a subi, façon de parler. C'est Sao Paulo qui se fait accrocher chez lui par l'Alianza Lima alors qu'il y avait 2-0 à la mi-temps. Donc belle performance de l'Alianza Lima qui a fait une superbe campagne de qualification. Je rappelle qu'ils ont notamment éliminé Boca sans aucun chambrage, mais le parcours de l'Alianza Lima est quand même assez fou et que donc là ils vont chercher un résultat au Brésil. Donc ça, c'est quand même une sacrée performance. 11 la cote pour Central Cordoba, et ben voilà. Olympia Vélez, ça va être de la science-fiction probablement. J'ai regardé la première mi-temps de Melgar Vasco mardi. Les 2 bijoux de Coutinho, c'était quelque chose. Ah oui, mais t'étais en Sudamericana, du coup. On va en parler dans un instant de la Sudamericana. Alors là, pour le coup, je vais aller vite sur la Sudamericana parce que alors s'il y a bien une compétition où j'ai pas vu un seul match de la semaine, c'est bien la Sudamericana. J'en profite pour conclure sur la Libertadores. Je disais quelques belles affiches à suivre. Ça sera dans la semaine prochaine, là aussi. LDU Flamengo, je le disais. Estudiantes jouera contre Botafogo. Libertad accueille Sao Paulo et donc Independiente del Valle contre River. Là aussi, j'essaierai, je vous tiendrai au courant si on peut organiser des lives et tout, ça va dépendre de quand je travaille. J'ai pas encore totalement tout arrêté, mais je vous tiendrai au courant de tout cela. On va faire un petit point justement sur la Sudamericana avec rapidement les résultats. Je vous affiche les résultats de mardi et de mercredi là aussi. Assez intéressant sur cette deuxième journée, c'est qu'on a vu tous les Argentins s'imposer. Voilà. Concrètement, alors qu'il y a 2 Brésiliens qui sont vraiment pas bien. Vous voyez que Corinthians est allé faire match nul contre l'América de Cali. Bon, ça, c'est pas forcément une très mauvaise performance. Le problème, c'est que le Corinthians avait perdu son match d'ouverture face à Huracan. Donc, le Corinthians n'a qu'un point en 2 matchs. Et ça peut aller très, très vite. Et dans les autres mauvaises performances brésiliennes, vous voyez qu'Huracan a tapé Racing 5-0 pendant ce temps-là. Dans les autres performances, la grosse performance de la semaine, elle est signée Mushu Kruna, qui s'est imposé 2 buts à 1 même, avec un S à but, puisqu'il y en a 2. 2 buts à 1 sur le terrain de Cruzeiro à Belo Horizonte. Mushu Kruna, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible que vous ne connaissiez pas, c'est un club équatorien, c'est un club qui représente une communauté très particulière en Équateur, puisque ce sont les indigènes. Ce sont les Indiens d'Équateur qui sont représentés par Mushu Kruna, d'où ce personnage avec un poncho sur le logo. C'est un club qui a été fondé par quelqu'un qui rêvait d'être footballeur, mais à qui on disait que non, les indigènes les métiers qui sont offerts aux indigènes ne sont que vendre de l'agriculture et aller vendre de l'ail sur les marchés. Lui est allé faire des études, il a été le premier diplômé du peuple indigène, il a monté une banque, la Banca Cooperativa Mushu Kruna, et il a créé son club qu'il finance entièrement. C'est une banque de microcrédit. J'en avais beaucoup parlé, j'ai un article là-dessus sur Lucarno Posé, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc, voilà, vous pourrez aller voir. Club assez incroyable qui dispute sa 3e campagne de Sudamericana de son histoire et qui donc s'impose à Cruzeiro. Cruzeiro qui avait déjà perdu le match d'ouverture. C'était face à Union, me semble-t-il. Voilà. Vélez, Universidad, Libertad et Palmeiras, 2/2 en 2 matchs. Ouais, exactement, Isanoé, c'est exactement ça. C'est beau, oui, c'est très très beau et voilà, c'est une belle histoire et c'est aussi à ça que sert le football, pour
un petit peu aussi c'est aussi un outil d'émancipation, et de reconnaissance sociale, parce que grâce à cela, hein, et il avait beaucoup insisté là-dessus, hein, quand il avait, parlé du club de Mushukuna, de la volonté de créer la coopérative et cetera, et le club. L'idée, c'était vraiment à terme d'avoir des joueurs issus de la communauté indigène dans, les équipes de jeunes et dans l'équipe A. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à éclore il y a quelques années. Ça coince un petit peu de ce côté-là. C'est difficile aussi, de se faire une place en Équateur. Mais voilà, et lui, l'objectif, c'était de pouvoir aussi créer comment dirais-je, une économie autour du club de foot, c'est-à-dire que derrière, il y ait des commerçants, qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait des gens qui sont impliqués dans les différentes strates du football, et de l'économie locale. Donc voilà. Mushukruna a vraiment le profil de l'équipe qui peut embêter du monde? Oui, oui, bien sûr, oui, 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 clairement, clairement. Et Mushukruna débute sa campagne de Sudamericana, de la meilleure des manières, hein, puisque si je ne m'abuse, ils avaient déjà gagné le match d'ouverture face à Palestino. Ils avaient battu Palestino, je crois, 3-2 en ouverture. Donc ils ont 6 points. Les Équatoriens, le club, on le surnomme le Ponchito, hein, le petit poncho, ce fameux petit poncho rouge que vous voyez sur le logo et que les joueurs et que le staff arborent de manière régulière. Voilà. Voilà pour le point sur la Sudamericana. Ça permet aussi d'évoquer les deux compétitions, je le disais, et d'évoquer, si on revient un petit peu sur ce que je disais sur l'Amérique du Nord, d'évoquer les compétitions continentales sur lesquelles j'ai pas eu le temps de vous offrir un compte-rendu sur Hello. Au moins, c'est fait sur au moins un des formats. Vous savez où on en est dans ces compétitions-là. Et donc, vous ne serez pas perdu quand la suite, la journée 3, arrivera la semaine prochaine. Hein. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine pour les différentes équipes. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je vous donne quelques rendez-vous. Il y a un Huracan América de Cali qui est assez sympa. Union Española Fluminense, même si l'Union Española, ça va pas très fort en championnat. Mushukruna, lui, accueillera Union et pourrait donc être bien placé pour la suite. Il y a un Palestino Cruzeiro aussi qui sent un petit peu la poudre. En Sudamericana, les 6 points sont Huracan, Godoy, Flu et Mushukruna. Exactement, merci. Exactement, c'est ça. Fluminense qui s'est imposé 5-0 face à Gualberto Villarroel. On en avait parlé le jour du tirage, hein, ce club de Oruro, qui a repris toutes les couleurs de San José, qui est de toute façon détenu par l'ancien président de San José, qui donc a repris complètement les couleurs, le logo et tout de San José, des Oruro. Ça rappellera des souvenirs à Ibra qui est présent dans le chat. Huracan s'est bien défoulé sur le Racing, exactement. C'est le Racing uruguayen, attention, hein, pas Racing argentin. Bref, Sudamericana, voilà. Les compétitions continentales, et voilà pour la partie sur les news. On va terminer sur les news avec un dernier point. À noter. Ouais, et on va parler de. Je parlais d'un petit scandale au Brésil. Alors, c'est pas un scandale exceptionnel parce que ça concerne pas une grosse équipe et ça va pas retourner l'histoire du football brésilien. Mais quand même, ça en dit long, puisqu'on va encore parler de paris sportifs et d'une affaire qui donc touche le Brésil et le championnat du Brésil, et en particulier un joueur. Ce joueur-là, notez quand même que le sponsor du maillot, c'est une entreprise de paris sportifs, joueur de Juventude, joueur qui s'appelle Enio, dans le viseur de Grêmio à un moment, ou peut-être toujours encore d'ailleurs, puisque ce joueur-là a fait l'objet d'un signalement du Libya, IBIA, c'est un acronyme, vous le voici, pour International Betting Integrity Association. Donc voilà, il a fait l'objet d'une alerte de cet organisme qui surveille les mouvements un petit peu étranges sur les différents sites de paris sportifs, parce que ce cher Enio, il a reçu un avertissement à la 36e minute de jeu, et Libya a noté que 111 utilisateurs, et donc pour une somme qui représente environ 56 700 reais, ça fait à peu près 8 600 €, un peu plus, avaient misé sur un carton jaune d'Enio lors de la première journée du championnat face à Vitória. Donc voilà, ça a créé un signal d'alerte, hein, qui sous-entend qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu obscur là-dessous. N'oubliez pas qu'on est dans le pays de Lucas Paqueta. Donc voilà. Et donc, ils se sont aperçus, surtout Libya, que
selon leur rapport, hein, c'est ce qu'ils expliquent, que la plupart des utilisateurs qui ont misé sur un carton jaune contre Ennio, qui a marqué hein, d'ailleurs dans le match face à Vitoria, pardon, que la plupart des utilisateurs qui ont parié sur un carton jaune étaient des nouveaux organisateurs et que donc beaucoup avaient placé leur premier pari sur un carton jaune sur ce joueur. Donc ça commence à mettre plusieurs signaux d'alerte. Le rapport a été reçu par la CBF, a été distribué à différents organes d'enquête tels que le ministère public et le tribunal supérieur de la justice sportive du Brésil, ainsi qu'aux fédérations, aux différentes des fédérations. Pas eu un seul commentaire officiel d'aucune fédération. Sachez que le week-end suivant, donc le week-end dernier, Ennio n'a pas été appelé dans le groupe. Le club a été mis au courant qu'il y avait une enquête. L'entraîneur Fabio Matas a admis qu'il était au courant qu'il y avait une enquête. Et au départ, ils avaient d'abord dit que le joueur ne jouerait pas contre Botafogo au motif qu'il était potentiellement en négociation pour un transfert à Grêmio, s'il me semble. Et en fait, ils ont fini par reconnaître après le match que non, il n'était pas convoqué à cause de cette enquête. Sachez que le joueur a réagi, il a publié un communiqué hein, dans lequel il explique qu'il ne s'est jamais adonné à ce genre de pratique et qu'il allait forcément se battre pour démontrer son innocence. Je le cite, compte tenu de la gravité des accusations, les mesures juridiques appropriées sont d'ores et déjà prises pour prouver ma totale innocence et demander des comptes à ceux qui auraient agi de mauvaise foi ou de manière irréfléchie. Il ajoute qu'il se tient aussi à la disposition de tout le monde, de toutes les instances justement pour l'enquête, voilà, qu'il va y avoir, parce que donc ce rapport fait état de soupçons qui pèsent sur 5 sites de paris sportifs différents. L'un de ces sites signale qu'il y a eu 22 utilisateurs au comportement étrange. Je vais rentrer dans le détail parce que vous allez voir que c'est intéressant. 12 se trouvaient au Brésil sur les 22 et ont totalisé près de 28 000 reais de paris sportifs. Qui ont rapporté environ 40 000 reais, donc ils ont presque doublé leur mise. D'autres comptes étaient situés en Europe. Un deuxième opérateur de paris sportifs a signalé 60 clients suspects. 10 sur les 60 venaient à peine de créer leur compte. Ça parle de 12 000 reais qui ont été misés à ce moment-là, et ainsi de suite. Une autre société affirme qu'il y a eu 29 utilisateurs suspects. Donc vous voyez, ça a touché plusieurs bookmakers avec des comptes qui venaient d'être créés, qui ont misé spécifiquement sur un carton jaune d'Ennio. C'est assez supérieur. Et le rapport mentionne quand même que plusieurs parieurs ont tenté de miser une somme supérieure aux limites autorisées et que donc ils ont été exclus de la possibilité de parier, ce qui sous-entend quand même des choses assez obscures. On verra ce que cela va donner. J'ai pas les images du carton jaune qu'Ennio a reçu à la 36e minute du match. Sachez que c'était au moment où il y avait un coup franc pour Vitoria. J'ai juste des photos, donc ça sert à rien de vous mettre une photo. L'arbitre de la rencontre a affirmé que Ennio avait été averti pour contestation. Voilà. Bref, à voir. Chose intéressante, c'est très bizarre, on est d'accord. Chose intéressante, parce que c'est toujours cela qui est intéressant. Quand on commence à gratter un petit peu, on s'aperçoit que parmi les parieurs, parmi les 111 utilisateurs qui se sont adonnés, qui ont parié, se sont mis à miser sur un carton jaune pour Ennio, il y a 3 athlètes professionnels. On n'a pas les noms. Mais on vous rappelle que selon les règles de la FIFA et de la CBF, il est interdit aux sportifs professionnels, aux athlètes professionnels de s'adonner à des paris sportifs. Voilà, j'en profite quand même pour rappeler que cette affaire de potentiel, je ne sais pas si on peut parler d'arnaque au paris sportif, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'en profite pour rappeler que 18 des 20 clubs de première division brésilienne ont comme sponsor principal, j'ai bien dit sponsor principal, un organisme de paris sportif. Je vous remets la photo d'Ennio. Le club de Juventude n'échappe pas à cette affaire puisque tout simplement le sponsor est un organisme de paris sportif également. Donc, vous voyez à quel point tout cela peut être extrêmement intéressant. Affaire à suivre, on verra ce que cela va donner. C'est en tout cas une petite affaire
Je le dis petite parce que ça ne concerne pas un joueur majeur du championnat brésilien, mais ça fait forcément parler et donc à suivre aussi s'il n'y en aura pas d'autres dans ce cas-là aussi. Et on voit, hein, c'est pas des grosses sommes, mais ça concerne des joueurs de petits clubs. Rappelez-vous, notamment, on va sortir du Brésil, rappelez-vous de l'époque de l'énorme scandale de triche au Paris sportif qui avait touché la Corée du Sud début des années 2010. C'était pour des sommes absolument infimes, mais qui représentaient plus que le salaire du joueur. Ça avait mal fini, hein. Il y avait eu plus de 40 arrestations. On avait retrouvé un joueur qui s'était suicidé avec une mallette d'argent à côté de lui dans la voiture. Enfin, c'était très obscur. Mais le fait est que, forcément, normalement, les paris sportifs et les manipulations, hein, que ce soit des cartons jaunes, vous allez me dire, il n'y a pas d'impact au fait qu'il a un carton jaune. Sauf que oui, mais bon, voilà. Sauf que voilà, ça touche toujours des clubs avec des plus petits salaires. Bref, c'est là-dessus que l'on termine et que l'on conclut ces news de la semaine. On va donc pouvoir enchaîner, on va donc pouvoir passer dans un instant au dossier. Il faut que je vérifie une petite chose et après on va être bon. Ouais, voilà, c'est bon. Je voulais vérifier que j'avais tout bien mis comme il fallait parce que j'ai fait un petit peu certains trucs un petit peu au dernier moment et c'était un petit peu compliqué. Je vais pas dire à l'arrache, mais c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai oublié quelques photos. On va passer au dossier de la semaine. On parlait d'un scandale entre guillemets un petit peu mineur, quoique attention aux proportions que ça peut prendre, je le disais. Là, on va aller sur une vraie tragédie. On va aller au Chili, on va revenir en Libertadores avec ce qu'il s'est passé cette semaine du côté de Santiago. Puisque cette semaine, ça fait partie des matchs dont je n'ai pas parlé hein, dans les news. L'un des matchs, j'ai pas donné le résultat parce qu'il n'y a pas de résultat entre Colo-Colo et Fortaleza. C'était l'un des rendez-vous hein, de cette semaine de Libertadores. Et finalement, ça a débouché sur un drame absolu. Colo-Colo, je le disais, devait accueillir Fortaleza. Et vous l'avez sans doute vu, hein, le match a été arrêté, a été annulé même. Hein, vous voyez sur ce visuel publié par la CONMEBOL, la partie a été annulée. Alors, on va en revenir justement sur les raisons de cette annulation. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va évoquer un petit peu le contexte et on va évoquer aussi les conséquences que cela a. Et vous essaierez aussi de le garder dans ce dossier, de garder un petit peu à l'esprit ce qu'il se passe en nos contrées françaises, notamment parce que vous allez voir, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau de tragédie, vous allez voir aussi pourquoi je parle de tragédie, qu'il y a des choses qui sont quand même assez communes. Bref, tout d'abord donc, les faits. Les faits, selon les premiers comptes rendus, à 18h30, vers 18h30, un groupe de personnes aurait tenté de pénétrer aux abords du stade et d'entrer même dans le Monumental où se déroulait le match entre Colo-Colo et Fortaleza. Ce qui est dit alors, c'est que le personnel du contrôle de l'ordre public, on appelle ça le COP, des carabiniers, hein, de la police, a effectué différentes manœuvres avec pour objectif principal d'empêcher ces personnes d'entrer. Ce que l'on nous a dit alors à ce moment-là, c'est qu'il y aurait eu une bousculade, et vous savez ce que ça entraîne, hein, les mouvements de foule dans les stades, on ne va pas vous faire un dessin. Là, on est à l'abord du stade avec une foule qui se masse. Une barrière est tombée, et la conséquence, je parlais de tragédie, elle est horrible, puisqu'il y a eu 2 morts. Un enfant, c'est même pas un adolescent, un enfant de 13 ans qui est décédé et une adolescente ou jeune adulte, je vais utiliser le mot que vous voulez, pour moi c'est une adolescente mais je suis un peu âgé, de 18 ans. Voilà. Sachez que donc le match s'est ensuite disputé. On a commencé à jouer entre Colo-Colo et Fortaleza et au fur et à mesure des minutes, parce que l'on est dans une époque en 2025 où il est facile d'avoir accès aux informations, la rumeur a touché tout le stade, s'est répandue partout dans le stade, les images se sont réparties un petit peu partout dans le stade, l'annonce aussi du décès de ces 2 supporters s'est propagée dans les différentes tribunes du stade et donc vous imaginez a fini par mettre le feu aux poudres. Les vitres ont été cassées par des membres de la Barra de la Garra Blanca de Colo-Colo et des supporters ont pénétré sur le terrain pour finalement faire complètement arrêter la partie. Le match a été arrêté à la 72e minute et n'a donc pas repris partie
annulé. La CONMEBOL est inhumaine, il ne fallait pas jouer ce match-là. On va en parler dans un instant de tout cela quand on évoquera les notions de responsabilité dans cette histoire. Parce que avant cela, il y a les faits que je vous ai exposés, que l'on a eu à ce moment-là, les faits qui se sont propagés à ce moment-là. Mais très vite, les choses ont évolué et je vais y revenir dans un instant. Sachez quand même, là du coup ça va faire un match perdu pour Colo Colo, on en parlera dans un instant, Red. Sachez quand même que ça a réagi de par le monde, hein, vraiment pour le coup, de par le monde, cette affaire. Il y a eu évidemment une réaction, alors forcément, il y a eu des réactions officielles, hein, les instances qui ont regretté la disparition de deux personnes, etc. Le club, etc. J'y reviendrai sur Colo Colo aussi dans un instant parce qu'ils ont mis des choses en place. Mais d'autres clubs ont réagi. Fortaleza, en premier lieu, est entré sur le terrain ce week-end avec un drapeau chilien et un drapeau brésilien pour expliquer pour faire comprendre qu'on ne peut pas perdre sa vie aux abords d'un match de foot, dans le cadre d'un match de foot, que le foot et la violence n'ont absolument rien à faire ensemble. Donc ça, c'est Fortaleza. Et il y a eu aussi des banderoles dans différents stades du monde. Et vraiment, j'insiste, du monde. Vous allez voir, on en a vu en Bolivie, du côté de The Strongest notamment, en hommage donc à Milan et Martina, prénom de ces deux enfants qui sont décédés. Milan, 13 ans, Martina, 18. Je rappelle les âges, je rappelle que ce sont des enfants, c'est important de le garder à l'esprit, qui sont décédés aux abords de ce stade-là. Ça, c'est du côté de The Strongest en Bolivie, mais même en Europe, puisque les supporters du VfB Stuttgart ont montré des banderoles réclamant la justice pour les supporters assassinés à Colo Colo avec le fameux, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur Twitch, donc je ne vais pas le dire, ni sur YouTube, mais vous voyez les 4 lettres qui s'en suivent, qui sont utilisées par... Enfin voilà, vous savez. Je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, donc je ne vais pas les donner, je ne vais pas me risquer un strike ou des choses comme ça. Bref, mais elles sont importantes à garder à l'esprit parce que forcément, on va revenir sur les faits, parce que les faits ont finalement fini par bousculer un petit peu les premières annonces expliquant qu'il y avait une bousculade de gens qui voulaient entrer illégalement dans le stade et qui ont finalement fini par faire tomber une barrière. Parce que rapidement, certains médias ont remis en question ce qu'il s'était passé et ont pointé notamment, comme très souvent, comme trop souvent au Chili, et je vais y revenir dans un instant, l'action, les réactions, la répression menée par les carabiniers chiliens qui ont été forcément pointés comme étant responsables de la chose. Cette situation, elle s'est d'ailleurs confirmée pour certains médias, enfin, ça a été une des confirmations pour certains médias. J'ai pas la vidéo sous les yeux parce que je sais pas trop si je peux la passer. Et puis c'est pas forcément hyper intéressant pas forcément envie de passer des vidéos assez violentes. Juste pour savoir, il y a une troisième personne qui a été envoyée à la clinique après ces événements-là. Et les familles qui étaient à la clinique les policiers ont débarqué dans la clinique et ont commencé à taper sur certains membres des familles. Donc ça a mis un boxon pas possible, difficile de savoir si toutes les sources convergent et tout. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar. Les Inchas du Chili sont hyper violents, mais ça n'explique pas. J'en parlerai dans un instant, Ibra, t'inquiète pas. Pas de Darmanin dans le coup, pas de réaction de Darmanin. Par contre, vous allez voir que le ministre de l'Intérieur au Chili s'est exprimé à ce sujet-là. Bref, tout ça pour dire que 2 officiers de police ont été placés en détention pour leur implication dans l'incident, alors que l'enquête, forcément, il y a une enquête, a été ouverte. L'autre souci, par rapport à la version officielle expliquant que ce sont une masse de gens sans billets qui ont voulu forcer l'entrée du stade, c'est que Martina, la jeune adolescente de 18 ans qui est décédée, sa sœur a témoigné à la télévision. Sa sœur qui était, je ne sais pas si elle était présente aux abords du stade, mais je pense parce qu'elle était aux abords du stade quand elle a été interrogée par les médias. Sa sœur a déclaré à la télévision, elle est venue avec un billet en main, avec sa carte d'identité. Elle n'est pas venue pour forcer le passage comme ils l'ont dit. Elle avait des tickets et les carabiniers les ont écrasés. Voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a affirmé. Elle explique qu'elle a le téléphone de sa sœur en sa possession avec les places sur le téléphone. Un journaliste chilien, Leonel Poblete Coduti, a témoigné à une radio chilienne expliquant que
allant dans ce sens-là, expliquant que des témoins, selon lui, affirment que tout a commencé lorsque les carabiniers ont commencé à réprimer violemment les personnes qui tenteraient d'entrer dans le stade. Il y a des soupçons que cette répression soit la cause directe des décès. C'est un journaliste chilien qui dit ça, et c'est une hypothèse qui donc semble suivie par le procureur, le bureau du procureur, qui a ouvert, donc je le disais, une enquête pour essayer d'éclaircir un petit peu les circonstances de ce drame. Francisco Mores a indiqué que les caméras de sécurité étaient en cours d'analyse, que les témoignages des policiers présents étaient en train d'être recueillis, et il a confirmé, c'est important, l'implication d'un véhicule de police dans l'incident qui aurait causé et qui a causé la mort des victimes, expliquant que cette implication-là ne soit pas exclue. Donc voilà, il n'exclut donc aucune hypothèse des défaillances dans les mesures de sécurité et des éventuels excès dans l'intervention de la police, pour le citer. Alors, salut à Philippe qui est dans le chat. Ça fait au fait à 7 mois des élections, c'est comment le contexte global au Chili? Bah, alors là, je t'avoue, je j'ai pas trop regardé par rapport à cela. J'ai pas trop suivi. On en parlera un autre jour si tu veux bien, parce que tu vas voir, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a de quoi être en colère face à ces événements. Il y a beaucoup de colère, et je vais expliquer aussi le contexte dans l'histoire, parce que évidemment, et on va bien le préciser, et je vais bien le préciser, il n'est absolument pas question de cautionner les débordements des supporters qui ont tout cassé dans le Monumental, qui ont entraîné la suspension du match. Je le rappelle, je vais parler de la Garra Blanca dans un instant. Il n'est pas question d'excuser ou de donner une justification, de cautionner ces actes-là au regard de ce qui s'est passé en dehors du terrain, surtout que pour l'instant, il y a une enquête à mener. Mais vous allez voir que parfois les enquêtes, c'est compliqué là-bas. Bref, ce que je veux dire, c'est que gardez à l'esprit que donc forcément, tout n'est pas noir et blanc. C'est rigolo, hein, parce que Colo Colo joue en noir et blanc. Non, tout est très gris. Il y a des zones un petit peu obscures, il y a des zones où tout se mélange un petit peu. Donc, n'ayez pas une vision manichéenne de ce qui va se passer là. Oui, pour les joueurs, c'était dangereux. Bien sûr que c'était dangereux pour les joueurs. Il n'y a pas eu d'agression sur les joueurs, hein, par contre, hein, pour le coup. C'était juste la volonté de faire arrêter le match. Bref, tout ça pour dire que on pointe du doigt les carabiniers chiliens, et c'est pas la première fois, malheureusement, qu'il y a un problème avec les carabiniers chiliens. Je vais essayer de vous rappeler quelques éléments pour que vous compreniez aussi pourquoi la situation est extrêmement tendue au Chili. De manière générale, vous vous souvenez peut-être, et notamment au niveau des supporters, vous vous souvenez probablement des mouvements sociaux de 2019, hein, quand tout le Chili était allé dans la rue. Ça avait été extrêmement violent, avec une très forte répression à l'époque. On avait consacré un article sur Lucarno Posé à ce sujet-là. On avait consacré une émission, un podcast spécial sur Lucarno Posé. Je vous mettrai les liens. En 2019, on avait beaucoup parlé donc du rôle des supporters, notamment là vous voyez, il y a ceux de la OU, mais il y a ceux de Colo Colo qui sont aussi présents. Ils s'étaient unis à ce moment-là, notamment donc la Garra Blanca, dans le soutien de ces manifestations. On avait aussi beaucoup parlé du rôle des clubs et de la partie association des clubs. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'au Chili, il y a 2 entités au sein des clubs. Il y a la partie association, qui est un petit peu l'héritage historique de ce que sont les clubs, un peu ce que sont les clubs en Argentine, hein, ce sont des associations, mais le problème c'est que le Chili s'est totalement privatisé, c'est ouvert aux sociétés sportives, et donc il y a une partie privée qui, elle, gère le football professionnel notamment. L'association gère le reste notamment, et l'association joue toujours son rôle social auprès des supporters, auprès de la communauté du club. Et donc, les associations, pendant les manifestations et pendant les mouvements sociaux de 2019, des grands clubs, ainsi que les barras et les mouvements et les supporters notez toujours la distinction entre barras et supporters, des clubs avaient soutenu les manifestations. Il y avait eu une très très forte répression, il y avait eu des marches qui avaient suivi la très très forte répression à l'époque, et en janvier 2020, un jeune, je crois qu'il était assez jeune, j'ai plus l'âge en tête, mais on va dire un membre de la Garra Blanca, parce qu'il était membre, lui, de la Garra Blanca. On ne parle pas d'un enfant de 13 ans, mais quand même. Alors, Jorge Mora, supporter de Colo Colo, avait été assassiné d'une balle dans la tête par la police chilienne. Ah non, lui, il avait été renversé par un camion anti-émeute aux abords du stade. Toujours ces fameux camions anti-émeute qui pourraient être
l'un des responsables de ce qui s'est passé ce jeudi. Il avait été renversé par un camion anti-émeute, il était décédé. Là, vous voyez un tweet de l'association du club de Colo Colo qui, chaque année, rend hommage à son souvenir. Là, le tweet date de le post sur Facebook date de janvier dernier, date anniversaire, entre guillemets, de sa mort. Le conducteur du camion, à l'époque, avait été un temps arrêté et le parquet avait requis contre lui seulement 540 jours d'emprisonnement, la suspension de son permis de conduire pour une période de 2 ans et la suspension de ses fonctions pendant une période pendant une période, je crois. Tout ça pour dire que quand vous voyez le mot justice pour les supporters, vous comprenez cet héritage-là, cette graine qui continue d'être entretenue, cette espèce de tension qui est créée, qui est présente. Et voilà. Et pour vous dire, si je parlais de personnes décédées d'une balle dans la tête, c'est parce que quand l'annonce de la mort de Jorge Mora, surnommé El Neco, c'est pour ça que vous voyez Neco sur le poste, avait été faite, il y avait eu des marches de protestation et lors d'une marche de protestation, une personne, Ariel Moreno Molina, avait été abattu d'une balle dans la tête. Donc le contexte avec les carabiniers était extrêmement violent et c'est cette mort de Neco plus la mort d'Ariel Moreno Molina avait au Chili eu à l'époque des répercussions, puisque on avait vu, et on en avait parlé à l'époque sur Lucarne Opposée, ma vidéo ne se lance pas, c'est pas grave, bon bah écoutez, on va pas la mettre, avait vu à l'époque des matchs arrêtés, des mouvements en tribune. La Commission interaméricaine des droits humains, la CIDH, avait communiqué à l'époque sur les tensions sociales qui frappaient au pays et qui avait évoqué une grave crise des droits de l'homme, relatant des abus de détention et des usages disproportionnés de la force. À l'époque, c'était la vidéo que je souhaitais vous lancer, c'était le match entre Coquimbo Unido et Audax Italiano avait été arrêté parce que les supporters étaient aussi entrés sur le terrain avec des banderoles. Ils avaient accusé le président de l'époque, Sébastien Piñera, d'assassiner comme Pinochet. Vous voyez la référence quand même, elle est lourde au Chili. Et donc, tout cela, tout ce qui s'est passé jeudi, a rappelé aussi ces éléments-là, ces éléments qui sont des éléments de tension assez fortes, et donc forcément continuent de cristalliser ces tensions-là. Je le rappelle, évidemment, s'il y a un contexte et une façon de traiter les supporters, dirons-nous, ou les mouvements de foule de manière générale, mais vous voyez le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe chez nous, toute proportion gardée, on n'est pas encore dans ces états de drame, quoique sur certaines manifestations, voilà, mais au niveau des supporters, c'est pas le cas encore. Il y a quand même, et il y a donc surtout plusieurs degrés de responsabilité, plusieurs personnes qui sont responsables de tout cela. Et je vois Ibra qui parle des supporters. On va en parler justement de ces supporters-là dans un instant. On va commencer quand même par les instances, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Quelle est la réaction de Gabriel Boric par rapport à cette affaire? Eh ben, je vais t'en parler dans un instant via la réaction du ministre de l'Intérieur, enfin ministre de la Sécurité publique au Chili. Bref, la CONMEBOL d'abord, ça a été pointé dans le chat tout à l'heure. Je rappelle que le match s'est déroulé, que la CONMEBOL a lancé le match entre Colo Colo et Fortaleza, malgré le fait qu'elle savait qu'il y avait 2 morts aux abords du stade. Elle le savait, on le sait, parce que Lionel Poblete Couduti le confirme, il le dit. La CONMEBOL avait l'intention de faire évacuer le stade pour poursuivre le match, ce qui a été refusé par les autorités locales, et c'est donc ce qui a irrité encore plus les supporters qui ont alors envahi le terrain. Pour lui, c'est la décision de la CONMEBOL associée forcément à cette tension, associée à cette annonce, au choc que cela a suscité. On parle de 2 enfants quand même, 13 et 18 ans. On ne parle pas de Barras, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans la mort des gens, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Tout cela a cristallisé les tensions et la CONMEBOL, qui a fait débuter ce match, a eu l'intention de le faire continuer et surtout d'évacuer le stade. Imaginez un instant si elle avait fait évacuer le stade avec les mouvements de foule que ça aurait pu occasionner et avec la tension qu'il y avait en dehors, avec ce qu'il s'était passé, ça aurait été cataclysmique. Bref, ce qui est fou aussi dans l'histoire, c'est que pendant le match et surtout après le match, on entendait des coups de feu. Donc, vous voyez le truc, on était dans un contexte absolument lunaire. Et justement, beaucoup d'images, et je vais vous en faire grâce, ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment montrant des carabiniers qui répriment avec
plus que de la fermeté, avec beaucoup de, j'ai pas le mot en tête, d'excès, voilà, d'excès, pour imposer l'ordre à tout cela. Donc, c'est un vrai. Il y a cette première étape de responsabilité, et évidemment derrière, quand on se fend d'un communiqué pour regretter, hein, le décès de ces deux personnes, vous comprenez toute l'hypocrisie de la chose, parce que the show must go on, comme on dit. L'autre personne, comment dirais-je, les autres instances qui sont visées, et je l'ai évoqué un petit peu avec les supporters chiliens dès 2020, ce sont les instances chiliennes. Sachez qu'au Chili, il y a ce que l'on appelle un plan pour gérer les supporters, pour les mesures de sécurité des supporters, pour traiter les mesures de sécurité des supporters. C'est pas le plan Le Prou, non. Et vous allez voir le cynisme de la chose, ça s'appelle le plan Estadio Seguro. Si vous ne parlez pas espagnol, ça veut dire le plan stade sûr. Sûr dans le sens serein. Voilà. Et ce plan a souvent et longtemps et toujours été critiqué par les supporters, et c'est lui qui a encore failli, et c'est lui qui a déjà occasionné quelques décès. Le Jorge Mora était mort en parallèle d'un match de Colo-Colo, renversé par des carabiniers qui étaient présents dans le cadre de ce plan Estadio Seguro. Sachez que maintenant, enfin, la faillite est enfin de ce plan est enfin reconnue par les instances. Sa directrice, Pamela Venegas, a présenté sa démission, tout simplement, après les faits de ce jeudi. Après les faits de ce jeudi, elle a présenté sa démission, et celui qui en était responsable à l'époque de Piñera, Andrés Otero, je cherchais son nom, voilà, il s'affiche, donc comme ça c'est très bien. C'est à témoigner, hein, pour la Tercera, vous le voyez, hein, sur un journal chilien, a reconnu aussi que ce plan ne marchait pas. Il a dit, je le cite, il serait très malhonnête de ne pas reconnaître que malgré quelques progrès ou améliorations, le système est totalement défaillant. C'est un échec de l'État, de la NFP, la fédération chilienne, des clubs, de la société. Malheureusement, Estadio Seguro a échoué et doit être refondé. Estadio Seguro, tel qu'il a été conçu, est un échec. Les preuves sont là aux yeux de tout le monde. Eux, au moins, ils démissionnent, pas comme en France. Oui, elle a démissionné, mais tu vas voir que ça va plus loin. Pourquoi et c'était rejoint ce que demandait Nostromo par rapport au gouvernement. Eh bien, le ministre le ministre a tout simplement décidé de mettre fin au plan Estadio Seguro. C'est terminé. Il a annoncé la fin. Luis Cordero, il s'appelle, c'est le nom que je cherchais. Pour diverses raisons, dont certaines sont impusables au système dans lequel elle s'est inscrite, a annoncé la fin de ce plan, a annoncé que de nouvelles mesures allaient être mises en place par le gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Sachez que la NFP, qui a été visée par notamment Otero, qui ne s'est pas forcément beaucoup exprimé, enfin, si, elle a communiqué, elle a dit la crise sécuritaire actuelle requiert de toute urgence le travail et les efforts de tous. Nous demandons aux autorités de convoquer tous les acteurs pour la mise en œuvre de mesures administratives et d'accélérer les mesures législatives pour répondre à un problème national. Il est temps que le registre national des supporters devienne une loi de la République. Nous ne pouvons plus attendre. Beaucoup de voix au Chili essayent de parler du modèle anglais, expliquent que toute personne, en gros, d'emprisonner les supporters qui débordent, tout simplement parce que c'est pas forcément le cas. Donc, on veut aller sur des sanctions plus sévères du côté du Chili. On va voir comment ça va pouvoir être mis en place, parce que je vous ai pointé les problèmes de responsabilité des instances qui ne savent pas véritablement gérer le problème et qui n'ont jamais su, malgré un plan mis en place il y a environ 15 ans, et ce qui n'a cessé de montrer ses faillites et ses failles tout au long de ces 15 années, qui enfin prend fin, malheureusement, parce qu'il y a 2 adolescents qui sont décédés. Et là, pour le coup, on peut pas parler de Barras Bravas alcoolisé comme tu le sous-entends, hein, parce que ça existe, et je vais en parler dans un instant, hein, Ibra. Mais on parle d'enfants quand même, hein. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué quand même aux abords du stade. Il y a donc les instances gouvernementales, étatiques, qui ont failli et qui méconnaissent complètement le problème. Et il y a aussi donc la Ligue qui fait genre, j'y suis pour rien, c'est pas à moi de gérer. Et franchement, toute ressemblance, hein, vous voyez où je veux en venir, hein. Bref, et il y a un troisième niveau de responsabilité. Le troisième niveau de responsabilité, ce sont les clubs, tout simplement.
Toujours, ce sont les clubs. Ah, c'était, j'avais des images de la banderole de Coquimbo contre Audax. À l'époque, les supporters accusaient justement la NFP d'être les assassins du football, hein. Vous voyez, donc les tensions étaient énormes. Le troisième, c'est forcément le club dans cette histoire. Parce que on en arrive à ce vieux problème qui touche tous les pans, le Chili, l'Argentine et bien d'autres pays, cette fameuse collusion entre les barras et les clubs. Je rappelle et je vous remontre le post hommage à Jorge Mora. Jorge Mora était un bara issu de la Garra Blanca de Colo Colo. Et on le sait, je le disais, hein, gardez à l'esprit que rien n'est blanc, rien n'est noir dans cette histoire. La Garra Blanca, je le disais, était très impliquée dans les mouvements sociaux avec les supporters de la U de Chile notamment, hein. On les a vus ensemble dans les rues. C'était énorme à ce moment-là. Je vous invite à relire les articles et à aller voir le podcast de l'époque. C'est énorme, hein, de voir en termes de symbolique ces images-là. Mais la Garra Blanca, qui s'est fondée à la fin des années 80, est connue aussi pour ses débordements depuis le début des années 90. Elle a été impliquée dans des assassinats de supporters adverses. Ibra en parlait, il y a eu de gros soucis avec la Barra en 2020, toute l'année 2024, hein, concrètement. Les supporters de Colo Colo ont été coupables et la Garra Blanca plutôt, pas les supporters. Les Barras de Colo Colo ont été responsables de beaucoup de débordements tout au long de leur campagne continentale l'année dernière. Donc c'est pas aussi simple, aussi vous voyez, c'est pas aussi blanc-noir que cela. Tout ça pour dire que le club ne fait jamais rien, laisse souvent passer, et donc a aussi sa part de responsabilité. Et vous voyez que un petit peu comme chez nous, vous avez les instances politiques qui méconnaissent le sujet et qui ne font rien, la Ligue qui s'en fiche, le club et qui renvoie la responsabilité aux, euh, aux instances politiques, et le club qui, lui, ne veut pas se fâcher avec ses principaux mouvements de supporters. Donc, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, et sachez d'ailleurs que le gouvernement actuel a Colo Colo dans son collimateur. Une délégation présidentielle a signalé justement qu'il y avait des irrégularités dans les mesures de sécurité prises par le groupe qui gère la partie professionnelle de Colo Colo, hein, donc Blanco y Negro, je le disais, je rappelle, un club au Chili. Beaucoup de clubs au Chili, c'est une partie association et une partie privée qui gère le sportif. Pour Colo Colo, la partie privée s'appelle Blanco y Negro, tout simplement. Et donc, la délégation présidentielle a signalé des irrégularités, assure qu'il y a des manquements, alors que le club, selon elle, devait avoir mis en place 460 agents de sécurité privés, des détecteurs de métaux, entre autres et tout. On ne voit pas trop le lien avec les détecteurs de métaux et un gamin de 13 ans, mais bon, bref. Et donc, voilà, tout le monde est en train d'un petit peu se renvoyer la balle. C'est un petit peu compliqué, c'est très tendu, et vous voyez qu'il y a des points communs avec ce que l'on voit chez nous. Mais il y a des conséquences à court et à probablement long terme pour Colo Colo. Parce que le club pourrait se voir sanctionné via la fermeture du Monumental. Alors ça, c'est quasiment sûr que les prochains matchs, enfin c'est sûr d'ailleurs, hein, que les prochains matchs seront à huis clos. Mais surtout, et ça c'est le problème qui va se poser pour Colo Colo, parce que le gouvernement pourrait interdire toute organisation de manifestations publiques pour le club. Problème, le club fête cette année son anniversaire, son centenaire. Le club a 100 ans, il y avait plusieurs événements qui avaient été prévus. Les festivités devaient commencer, pour tout dire, cette semaine, fin de semaine, à partir de vendredi 18 avril, avec vendredi une soirée organisée pour revivre entre guillemets les premières heures de l'histoire du club, et à partir de samedi, une série de concerts dans le cadre d'un festival qu'ils avaient décidé d'appeler Alba Palooza, vous voyez la référence, qui devait donc réunir plusieurs artistes pour faire la fête autour du centenaire du club. Sachez que le club a déjà annoncé que tout cela était annulé, que c'était suspendu, que l'heure était à la commémoration et au souvenir avant de passer aux festivités. Le club a ouvert un espace sur Internet, sur sa boutique,
Pour tous ceux qui, souhaitent faire un don pour soutenir les familles des, 2 enfants décédés, je rappelle Martina 18 ans, Milan 13 ans. Je mettrai le lien dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse. Sachez aussi que sur le plan sportif, donc je le disais, Colo-Colo jouera le prochain match à huis clos, ça c'est sûr. On le sait, c'est sûr et qu'on attend maintenant de savoir s'il y aura d'autres sanctions de la CONMEBOL, d'autres sanctions qui pourraient être très sévères puisque selon le règlement, lorsque l'organisateur n'est pas capable d'assurer la sécurité et la bonne tenue d'un match contraignant à son arrêt, l'organisateur peut être exclu de la compétition. Ça va vous rappeler une chose, ça va vous rappeler l'affaire du gaz pimenté de Boca en 2015. La CONMEBOL s'en était sortie entre guillemets par une pirouette en donnant victoire à River et donc élimination de Boca à ce moment-là. Salut à Itonomi 2001 et merci à toi pour le follow. Bonsoir à toi. Et donc, en 2015, Boca avait été, entre guillemets, exclu de la Libertadores, mais il s'en était sorti en donnant victoire de River, à cause de l'affaire du gaz pimenté. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était il y a 10 ans. Le match avait été arrêté à la mi-temps parce que les joueurs de River avaient été agressés par la barra de Boca. Mais surtout, indépendamment, entre guillemets, à court terme de l'exclusion de la Libertadores actuelle, Colo-Colo risque une disqualification des prochains tournois continentaux. Qui peut aller de 3 à 5 ans. Et là, c'est là où ça peut devenir intéressant à suivre cette histoire-là, et c'est là où on va reparler de la responsabilité des instances. C'est que je parlais de l'affaire Boca à cette époque-là, en 2015. Boca n'a jamais été exclu des compétitions continentales suivantes. Elle a eu 2 matchs de huis clos pour l'édition de Libertadores 2016, la suivante. Et c'est tout. Et donc, la rumeur en ce moment au Chili veut que Colo-Colo soit sanctionné de 3 à 5 ans de suspension de tout tournoi de la CONMEBOL avec le manque à gagner que cela signifie. Et donc forcément, vous imaginez qu'au Chili, on est en train de dire « Mais dites donc les amis, il y a 10 ans, Boca, on n'a rien fait ». Voilà. Et toujours cette histoire donc de qui va être responsable, qui va assumer. Concrètement, personne. Voilà, personne ne va assumer. On va voir quelles seront les sanctions. Est-ce que c'est plus facile de taper sur Colo-Colo que sur Boca? Pas sûr. Je rappelle que Colo-Colo a gagné une Libertadores, c'était en 91. Donc c'est un ancien vainqueur de Libertadores. Un peu comme les clubs anglais dans les années 90 après l'affaire du Ezel, c'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment le modèle que beaucoup voudraient voir arriver. En gros, des sanctions à l'anglaise, c'est-à-dire très très sévères. Je parlais tout à l'heure de... J'ai mangé son prénom. Je vais revenir. Je l'avais noté, donc je vais le regarder où c'était. Comment il s'appelait notre ami Andrés Otero. Andrés Otero a carrément cité l'Angleterre de Thatcher pour prendre des mesures contre les gens. Donc, voilà, vous voyez à quel point cet homme a envie d'aller sur de la médiation. Bref, mais peut-être qu'il va falloir frapper plus fort, entre guillemets, au niveau des sanctions. Voilà. Ok, disqualifié, d'accord, mais 3 à 5 ans, il faut arrêter les conneries, c'est le règlement de la CONMEBOL, Ibra. Sauf que le règlement de la CONMEBOL n'a pas été appliqué à l'époque pour Boca. Voilà. C'est un autre débat. Mais oui, c'est compliqué tout ça, exactement. Que faut-il retenir finalement de tout cela? C'est que la gestion des supporters est un problème mondial. La gestion de la sécurité des personnes dans les rues est un problème mondial et que si chaque région du monde a évidemment ses spécificités, hein, on trouve, c'est pas... Le Chili n'est pas la France n'est pas l'Argentine n'est pas l'Angleterre. Chaque pays a ses spécificités, mais on trouve quand même quelques petits points communs. Je vous en ai souligné quelques-uns. Donc, des responsables politiques qui ne comprennent rien à ce qu'il se passe et qui n'ont pas forcément envie de comprendre et qui passent leur vie à réagir. Des instances fédérales. Je parle des ligues qui renvoient la balle sur les dirigeants politiques en disant que eux, c'est pas de leur responsabilité puisque, une fois de plus, c'est sur la voie publique, donc c'est pas à eux de gérer. Et des clubs qui, eux, bien occupés à essayer de ménager leurs supporters les plus fervents et de pas se retrouver au milieu de conflits. Alors, c'est pour ça que là, je parle de spécificité. Si vous avez un conflit avec les supporters en France, vous n'allez pas avoir le même problème que si vous avez un conflit avec vos barras en Argentine ou au Chili. La bise à Independiente il y a quelques années.
Mais tout ça pour dire que, vous voyez, il y a des points communs dans cette gestion des gens. Et il y a aussi un autre point commun, et qui est toujours très présent, et qui est souvent pointé notamment par les ultras en France, c'est que les débordements que vous voyez sur les supporters, vous finissez toujours par les voir sur n'importe quel regroupement de foule, et notamment les manifestations. Et c'est en cela aussi que c'est important que les choses soient parfaitement calées, calibrées, et voilà, et organisées de manière générale. Donc, vous voyez que là, on est encore, les responsabilités sont forcément toujours partagées. On est encore sur un drame, et que ces drames ont un terreau identique, l'impossibilité ou l'absence de volonté de voir ces deux mondes véritablement changer, en fait, que les choses changent, et en tout cas que ces mondes-là, que ça soit certains dans tous les niveaux, dans toutes les strates que j'ai évoquées ici, aient véritablement envie d'assumer quelconque responsabilité, ou en tout cas la responsabilité de vouloir que les choses s'arrêtent, que ces choses-là s'arrêtent. Quand la Ligue n'était pas impactée financièrement par le fait de sanctionner un club, quand la Ligue n'est pas impactée financièrement par le fait de sanctionner un club, ils le font, sinon ils auraient déjà pris 5 ans d'interdiction. Bah après, tu peux pas taper la Ligue, parce que c'est pas du ressort de la Ligue, c'est pas la Ligue qui organise la compétition, c'est ça le problème. Après, les forces de l'ordre ne peuvent pas laisser entrer les resquilleurs comme à Hillsborough. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien fait attention. J'ai bien fait attention de ne pointer personne en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Les responsabilités, elles sont partagées. Elles sont partagées. Et après, il y a des éléments qui sont pas comparables entre ce qui se passe au Chili ou en Argentine, par exemple, ou ce qui se passe en France. Jamais vous m'entendrez dire que les ultras sont des barrasses. Je l'ai déjà dit 25 millions de fois. Les barrasses sont des criminels. Les ultras ne sont pas des criminels. Voilà. Donc là, déjà, c'est un premier point qui est qui est important à garder à l'esprit. Vraiment, c'est même le point essentiel dans cette histoire-là. Et les collusions entre les barrasses et les clubs ne sont pas les mêmes qu'entre les ultras et les clubs en France, parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir, la même dangerosité aussi, surtout. On parle avec des systèmes mafieux quand même, là, en Argentine ou au Chili. Donc, il faut faire attention quand même. Mais le fait est que personne n'a envie que ça change, et enfin en tout cas, ne donne l'impression d'avoir envie que les choses changent. Tout le monde se renvoie la balle, personne n'est responsable. Le problème des barrasses, il a 50 ans, hein. Il a 40, 50 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On a des drames. Là, on fait un dossier spécial sur ce drame-là. Malheureusement, je sais qu'il y en aura d'autres. Voilà, on a des débordements. Mais il y a un autre élément qui est important, et c'est aussi cela, c'est la violence de la répression policière qu'il faut garder à l'esprit aussi, parce qu'elle est réelle. Il y a de nombreux faits qui ont occupé. J'ai parlé du Chili depuis 2019, dans la façon de traiter les supporters qui ont participé aux mouvements sociaux, dans la façon de traiter le mouvement social à l'époque, et tout ce que ça a laissé comme héritage là-dessus. Je n'ai pas parlé parce que c'est pas l'affaire, et parce que voilà, mais pour parler de répression policière au niveau de la Libertadores, regardez ce qui se passe au niveau des tribunes brésiliennes avec les policiers brésiliens. On a eu de multiples scandales depuis notamment, enfin depuis non, mais il y en avait avant, mais l'un des paroxysmes a été notamment le traitement des supporters de Boca quand ils ont joué Fluminense en finale il y a 2 ans. Donc c'est très compliqué tout cela. Donc voilà, il faut que les barrasses fassent le ménage entre eux, comme les ultras peuvent le faire. Les barrasses ne peuvent pas faire le ménage entre eux, Red, c'est pas comparable. La façon dont les barrasses font le ménage, c'est en s'entretuant, hein. Je sais pas si on se rend compte du truc quand même. Donc voilà. Pourtant, c'est Lula le président. Oui, mais les forces policières, c'est compliqué au Brésil. Après, là, on va voir. Cette année, pour l'instant, j'ai pas entendu de problème particulier. Mais 2023 et 2024, c'était il y a beaucoup de supporters les supporters de Boca ont été malmenés, les supporters de San Lorenzo avaient été malmenés en Libertadores par la police, les supporters de Nacional uruguayen avaient vu la police débarquer, je crois que c'était à Sao Paulo. Il y avait eu de violentes répressions. Et pareil, tu vois, pour parler de choses qui ne changent pas, je rappelle que la finale de Sudamericana 2012, Sao Paulo Tigre, le dernier match de Lucas Moura, ça parlera aux supporters du PSG, avec Sao Paulo, la finale s'est arrêtée à la mi-temps, parce que les joueurs de Tigre ont été agressés par la police. Il n'y a pas eu d'enquête. Voilà. Et le match s'est arrêté sur le 2-0. La CONMEBOL a remis le trophée à Sao Paulo. Bref. Voilà. Au Brésil, en tribune, ils tirent à bout portant des balles en caoutchouc. Exactement, exactement. Non, non, c'est la répression policière en Amérique du Sud est extrêmement brutale. Et donc, vous avez tous ces éléments qui convergent vers un même point. Et les victimes collatérales, eh ben, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est très souvent des innocents. Et là, pour le coup, bah, c'est des enfants, quoi. Donc voilà. Mais vous voyez que ce problème de gestion des foules, de maintien de l'ordre dans l'espace public pour les foules, avec tous les débordements que ça occasionne,
ben, est géré de la même manière, hein, un petit peu partout, avec, je le rappelle donc, des spécificités qui sont des degrés de violence qui sont pas forcément les mêmes des deux côtés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un vrai problème, c'est un vrai fléau. Je rappelle qu'on est aussi sur une partie du monde, j'en avais parlé dans le live samedi, qui a un lourd passif, hein, en termes de violence sociale, enfin en termes de violence dans les stades. Les années 60-70, particulièrement, ont été extrêmement violentes et brutales, même jusqu'au milieu des années 80. Je rappelle qu'en Argentine, les supporters ne peuvent plus se déplacer depuis plus de 20 ans, que c'est un gros problème, qu'il y a toujours des problèmes de sécurité dans certains stades. Euh, donc voilà, parce que le ménage est difficile à faire, parce que personne, en fait, personne n'ose le faire. On parlait de faire le ménage au niveau des barrasses. Independiente a essayé de le faire en 2010 ou 2011, par là. Ça s'est fini avec les barrasses qui saccagent le centre, qui saccagent le siège, et le président de l'époque qui dégage. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. C'est comme si un club européen allait en Azerbaïdjan et se faisait attaquer par la police. Oui, mais même sans aller en Azerbaïdjan, hein, c'est comme si le PSG allait à Aston Villa et les supporters du PSG se faisaient tabasser en tribune. Voilà. Donc tu vois, c'est voilà, c'est juste ça, hein. Tu vois, c'est même pas la question d'aller en Azerbaïdjan. Imagine Aston Villa PSG là. Eh bien, c'est comme si les supporters du PSG se faisaient tabasser en plein match. Voilà. C'est exact. C'est tout simple. C'est tout ça. Bref, voilà pour ce dossier. Vous voyez, c'est un peu lourd, hein, mais bon, ça fait aussi partie, hein. Je le dis à chaque fois, il y a des fois des sujets sympas et il y a des sujets un petit peu plus compliqués. On avait un sujet sympa il y a 15 jours. Voilà. On pense que c'est un pays développé, mais ça semble comme un tiers-monde comme non, non, c'est le contexte social qui est violent. Mais on est sur un héritage assez violent. On parle de pays qui ont connu la dictature pendant plusieurs décennies. C'est très difficile de l'analyser. Tu vois, tu peux pas trop l'analyser avec notre regard à nous. Enfin, en tout cas, avec le prisme européen, il faut garder toujours, et c'est toujours le cas, hein, pareil. Ah oui, le Brésil, ça a été la dictature dans les années 70. Hein, donc oui, oui, ça a été une dictature. Le Brésil a été une dictature, l'Argentine a été une dictature, l'Uruguay a été une dictature, le Chili a été une dictature, le Pérou a été une dictature. Donc tu es dans des contextes extrêmement, extrêmement violents, extrêmement violents. Donc avec cet héritage de la violence-là, tu vois, donc voilà. Presque plus de supporters admis en Colombie. D'ailleurs, un mort ce week-end pour des affrontements entre Barras et Junior et Cucuta. Voilà. Mais là, on parle d'affrontements entre Barras. On parle d'affrontements entre criminels. Donc voilà comment les Barras règlent leur compte. C'est plutôt quel pays ne l'a pas été. En Amérique du Sud, ouais, c'est un peu ça, malheureusement. C'est quel pays n'a pas été une dictature. Donc, oui, voilà, exactement. Et on arrive au bout de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, que ça soit en direct. Je rappelle, hein, si vous voulez nous suivre en direct, c'est le lundi à partir de 22h sur LOTV. Merci à ceux qui écouteront, verront les replays, écouteront les podcasts. Je l'ai dit en introduction, mais je le rappelle encore, hein, parce que c'est important pour nous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux de Hello, que ça soit sur YouTube, sur Twitch, que ça soit sur notre Discord. Merci à ceux qui nous soutiennent en prenant des abonnements, des subs sur Twitch. C'est important pour nous. Voilà, c'est important pour nous. Donc merci beaucoup. On se retrouve un prochain lundi à 22h, probablement lundi prochain, hein, pour une prochaine lucarne américaine. Au niveau des lives cette semaine, pas sûr qu'il y en ait beaucoup, parce que forcément on joue pas beaucoup, je crois, en milieu de semaine. Et samedi soir, il n'y aura pas de live MLS, je ne pourrai pas. Peut-être qu'il y en aura un dimanche soir, je sais plus. Mais samedi soir, c'est sûr qu'on pourra pas. Mais je vous tiendrai au courant. Suivez sur les réseaux sociaux et je vous dirai cela. Bonne semaine de foot à tous et à très très vite sur LOTV. Salut tout le monde.